bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition de Point de bascule, votre émission d'information préférée du mercredi soir. Et c'est l'édition évidemment du 13 juin 2018. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Richard. Bonsoir On va faire tout ça ensemble tous les deux. Oui. Et ensemble tous les deux, ça fait quand même... Un peu pléonasme. Oui, légèrement pléonastique. Ouais, bon, je m'en excuse. Commençons par un sondage qui nous est sauté en pleine figure hier après-midi. Ouais. En fait, hier après-midi. Ouais. Moi, j'ai vu les résultats aujourd'hui, en tout cas détaillés, le sondage léger. Là. Compté par compté. Vers 4 heures hier après-midi, ouais. C'est sorti. D'ailleurs, ça a été couvert à la joute hier après-midi, voilà. Sitôt que les résultats étaient chauds. Oui. Okay? Donc, un sondage commandé par Québécois, je crois. J'imagine, oui. Oui, le Journal de Montréal. CDG, le Journal de Montréal. Et alors là... Balayage caquiste. Balayage caquiste qui obtiendrait, quand on utilise l'analyse de Breguet, du site 180, là... Québec 125? Oui, ou Québec 125, parce qu'il y avait... Anciennement, c'était bon. Ouais. OK. Alors, qui obtiendrait 37 %. Ouais. La CAQ à 37 %, 83 sièges. Oui, alors, c'est Breguet qui dit que ça donnerait 83 sièges. Ouais. Le PLQ, à 28 % ça lui donnerait 33 sièges. Le PQ, à 19 % ça lui donnerait 5 sièges. Et alors, tiens-toi bien, ni Jean-François Lisée, ni Véronique Yvon, ni même Jean-Martin Hossan. Ni même Jean-Martin Hossan ne compterait parmi les élus. Et QS, 4 sièges avec 9 % du vote. Concentré évidemment à Montréal. Évidemment. Il y aura un gain dans Hochelaga-Maisonneuve, donc un comté actuellement péquiste. Voilà. Et tous les autres comtés du Parti québécois à Montréal basculeraient vers la CAQ. Donc il y aurait carrément plus, selon ce sondage-là, en tout cas les prédictions, il n'y aurait plus de comtés péquistes à Montréal. Alors, c'est pas juste un balayage du Parti libéral, c'est un balayage du Parti québécois. Oui, exactement. C'est un balayage, finalement, des deux partis qui alternent le pouvoir au Québec depuis les années 70. Ouais. Alors, il n'y a pas de doute que ça traduit chez l'électorat une certaine volonté de changement. Oui. En fait, plus qu'une volonté, une détermination farouche. On a appelé ça en France le dégagisme. Oui. La volonté de dégager les anciens établissements des partis. Oui, bon. Ce qui explique un peu aussi l'arrivée de mais Macron. Surtout, c'est bâti sur le slogan là, « Dégage ». Tu sais. Oui, exact. Hein? Bon. Alors, la grande région de Québec, elle, passe totalement à la CAQ. Oui, c'est ça, totalement. Plus un seul député libéral dans la région de Québec. Oui, même dans des comtés, c'est assez surprenant. Là. On parle de 50 % d'intention de vote pour la CAQ. À Montréal, je veux dire, finalement, le PLQ conserverait ses bastions anglophones à Montréal. Et Laval aussi. Hein. Laval est totalement rouge. Ouais. Et, je pense, quelques comtés en Outaouais. Bon. Mais c'est pas grand-chose. Mais c'est la mort ouais. Pas du PQ, mais c'est la mort d'une certaine façon de voir la politique au Québec. Oui, c'est ça. Hein? Il faut comprendre ça. Bon, évidemment, c'est un sondage, c'est pas final. Non, et d'ailleurs... Mais le problème, c'est que ça fait quand même 6 mois, là. Oui, que les sondages se ressemblent. Que ça ressemble. Ouais. OK? Et, alors, bien sûr, puis il ne faut jamais perdre ça de vue, la CAQ n'est pas un parti organisé. C'est vrai. OK? C'est un parti qui manque d'enracinement local. Qui manque d'enracinement local. Et c'est clair qu'ils vont payer une prime dans l'urne pour ça. Donc, le résultat final ne sera pas aussi bon pour eux, que les chiffres, que les prévisions ne l'affichent. Ouais. Et probablement que les résultats pour le Parti libéral seront un peu moins mauvais que ce qui... Par contre, pour le PQ, j'ai l'impression que la gelée est prise. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même un effondrement du vote, une démobilisation du vote. Le jello est pris, là. Oui, et puis même si le Parti québécois fait le double d'intention de vote que Québec solidaire, si la répartition des votes est mauvaise pour lui, il peut se retrouver avec presque
autant peu de députés de Québec solidaire. Hein? Parce que finalement... entre 5 sièges et 4 sièges. Ben c'est ça. Même si on est à 5 % derrière la CAQ, dans certains comtés, ben, ça fait quand même que le comté passe à la CAQ. Et si ça se reproduit sur 10-20 comtés, ben, c'est 10-20 comtés perdus pour le Parti québécois. Donc ça peut être facilement catastrophique, surtout s'il y a une espèce de vague caquiste là, qui semble, en tout cas, se confirmer. Comme tu le disais, Richard, c'est quand même avant la campagne électorale. Ouais. Et François Legault n'est pas non plus, comment je dirais... le tribun le plus convaincant. Non, exactement. C'est-à-dire il monte dans les sondages aussi parce qu'il ne parle pas et parce que les Québécois se projettent dans lui. Les fédéralistes se projettent dans lui. Les souverainistes se projettent un peu dans lui. Les fédéralistes s'accrochent à cet espoir-là. Oui. Hein? Disons les choses comme elles sont. Pour quelles raisons les fédéralistes prennent-ils parti pour la CAQ? Acceptent-ils? D'abord, parce qu'on leur a vendu la CAQ, hein, c'est pas compliqué. Il faut se souvenir dans quelles circonstances est née la CAQ, comment la presse a vendu cette option-là. La presse. La presse, oui. On va en revenir tout à l'heure. OK? Et il faut savoir que finalement, la CAQ et le Parti libéral, pour ce qui est de ses relations avec l'Empire des Marais, c'est Blanc-Bonnet et Bonnet-Blanc. Oui, exactement. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. En masse. Mais oui, tout à fait. Et on se rappelle, voilà, qu'il y a eu une entreprise médiatique très forte au moment où la CAQ a été créée avec Legault, Charles Sirois, la suite de l'ADQ, et les réseaux fédéralistes ont vu une opportunité. Et tu comprends aussi de créer une espèce de parti homme de paille. Il y a un peu cet aspect-là. C'est ça. Tu comprends également que la CAQ n'obtient que 9% du vote, mais qu'on continue à donner dans les médias fédéralistes... Tu veux dire QS? QS, pardon, oui. On continue à donner une visibilité... Oui, monstre. Comme si c'était... Solidaire. Ouais. C'est un grand parti politique qu'il fallait absolument couvrir. Alors que, finalement, c'est clopinette. Oui, c'est rien du tout. C'est à peu près rien, effectivement. Bon. OK. Alors... C'est là que tu vois la façon... Ça sert à miner le Parti québécois. Bien sûr. À la fois par la droite, par la CAQ, ils y sont parvenus. Oui, ils sont parvenus. Bon, maintenant, je vais certainement pas leur reconnaître un mérite qu'ils n'ont pas. Et il faut quand même être très conscient que le Parti québécois s'est nuit à lui-même. Oui. Bon, il s'est nuit à lui-même de quelle façon? En insistant en déployant tous ses charmes pour le Québec solidaire. Oui, c'est une question d'alliance qui nous il s'est fait royalement baiser, si tu me passeras l'expression. Ouais. OK? Et puis ensuite, ensuite, le PQ n'a pas du tout exploité la corruption. L'idée, à l'heure actuelle, les scandales de corruption, là, écoute, c'est énorme. Et tout ça n'a absolument pas été exploité par le PQ. Ils n'ont pas voulu faire le procès du régime libéral. Tu es un peu jeune, mais tu te souviendras certainement pas du Rat Pack du Parti libéral dans les années 80. Non, effectivement, okay. Bon. Alors, le Rat Pack, il y avait un certain nombre de députés du Parti libéral là, qui étaient, mais alors, déclenchés en attaque constante contre le Parti conservateur qui est de Mulroney et qui... Ah oui, au fédéral. Oui. Qui avait monté en épingle tous les scandales, et il y en avait, sous Mulroney. OK? Et finalement, ils sont parvenus à leur fin. Oui, politiquement, ils ont réussi finalement à imposer une ambiance de corruption sur le régime. Comment se fait-il que le Parti québécois n'ait pas fait ça? Ouais. C'est quand même énorme. Il y a peut-être une volonté de ne pas faire une espèce de campagne négative. Hein? Ensuite, il y a une municipalisation des esprits. Oui. OK? T'oses pas dire la provincialisation? Non, je suis rendu bien plus bas. OK? Municipalisation des esprits. OK? Je ne sais pas pourquoi. Je cherche par tous les moyens qu'au Parti québécois, on semble s'être ratatiné à une vision qui est davantage celle des gestionnaires, un peu. Même pas. C'est gestionnaire, c'est du niveau municipal. Oui, mais ça, tu sais pourquoi?
Richard, Ouais. c'est un peu les théories de la nouvelle gauche. Hein. L'enracinement dans ce qui est local, mais micro-local. Tu es en train de me dire que la nouvelle mairesse de Montréal... D'ailleurs, elle est très proche du Parti québécois. Plante est proche de Véronique Yvon. alors ça, tu vois ce que ça donne? C'est ça. C'est pour ça que cette tendance à aller toujours vers l'espèce de gauche sociétale, ça donne ce que ça donne. D'ailleurs, je fais remarquer quand même, Richard, que même s'il y avait eu une alliance, cette fameuse alliance entre le Parti québécois et Québec solidaire, ça ne cumulerait que 28% des voix. Ouais. Contre une CAQ qui fait 37. Donc, même s'il y avait eu une alliance, ça ne serait pas assez pour gagner. Absolument pas. Donc, c'est l'effondrement un peu quand même des partis de gauche au Québec. Puis c'est l'incompréhension du PQ qui s'est obstiné à tout mettre ses énergies dans cette conquête de la gauche. Exact. Alors qu'il perdait le centre. Exact. Et en fait, les Québécois, francophones en tout cas, sont au centre. Oui. D'ailleurs, Legault lui-même a opéré un retour vers le centre en disant « Je suis fier d'être Canadien à cause du système de santé et des services sociaux canadiens. » Non, mais on peut être critique de son discours, mais ce que je veux dire, c'est que son discours fonctionne. Il a vu que tenir un discours trop radical sur... faire perdre des emplois aux fonctionnaires, avoir l'air d'une espèce de droite trop néolibérale, ça faisait peur aux Québécois. Et il a recentré son discours et ça fonctionne. Ça donne des résultats. Là, Jean-François Lisée, selon moi, devrait opérer un peu la même chose. Recentrer, mais là... Il est un peu tard. De son côté à lui, vers la droite. Oui, non, évidemment, il est un peu tard, mais la campagne n'a pas débuté. Non. Jean-François Lisée, il est quand même capable de faire des coups bas en campagne électorale. Oui, des coups bas, mais en même temps, il faut quand même être conscient d'une chose. Là. Il y avait une démarche stratégique à faire et elle n'a pas été faite. Ça, je suis d'accord. OK? Tu sais, il y avait une analyse à faire. Là. Qu'est-ce que c'est qui fait... Tu sais, c'est bien beau de dire on ne fera pas de référendum, mais il n'a rien proposé de constructif auquel les souverainistes pouvaient s'identifier. Ça, c'est vrai. En fait, et s'il avait dit, avant de faire la souveraineté, on va d'abord faire la conquête de notre État. Mm-hmm. OK? C'est ça, là. Mm-hmm. Tout. Mais moi, je suis d'accord avec toi, Richard, totalement. Hein? Je te suis là-dessus à 100%. Je pense qu'à partir du moment où il a mis de côté la question du référendum, il fallait absolument qu'il pratique une politique nationaliste claire. Or, puis forte. Forte. Et il ne l'a pas fait. Il a décidé de simplement incarner la défense de la social-démocratie et du, entre guillemets, modèle québécois. Pour moi, or, à ce jeu-là, c'est toujours Québec solidaire qui va gagner. La cerise sur le gâteau, c'est quand il est allé dire qu'il était prêt à faire un débat en anglais. Et qui va être fait, là. Les dates ont été annoncées, d'ailleurs. C'est l'illustration de l'incompréhension totale. Ah ben oui, ça, moi... L'absence totale de sens stratégique. Je ne sais pas qui y cherche. Est-ce qu'il s'imagine qu'il va pouvoir aller chercher 2% des anglophones avec ça? Non, bonne question. Hein? En plus, l'effet de ça va être pire, Richard, parce qu'au fond, ça va être les francophones qui vont eux-mêmes s'angliciser, bon petit colonisé, en écoutant le débat des chefs pour le premier ministre du Québec en anglais. Je vais te dire ce qui va se passer. Et ce sur quoi compte Jean-François Lisée. Il compte que sa prestation à lui en anglais va être tellement supérieure à celle de Legault. Oui. Que ça va lui donner, que ça va faire perdre des points à Legault. Oui. Mais le problème, c'est que les points qu'il peut perdre, ça va être auprès... du Parti libéral. Oui, voilà. Et ça ne lui en fera pas gagner du tout chez les francophones. Moi, c'est aussi... Ben non, exactement. Hein? Exactement. Et en plus, ça anglicise le débat public québécois, c'est un peu quand même l'horreur. C'est pire que l'horreur. Ouais, moi là-dessus... c'est limite une trahison. Enfin bref, je ne veux pas insister là-dessus, mais quand même, comme tu dis, ça démontre un peu le désarroi idéologique dans lequel se trouve le Parti québécois. Ouais. Tu sais, encore une fois, là, tu parles de désarroi idéologique, mais ça fait 20 ans que le Parti québécois n'a plus d'idéologie. Ben ouais. Hein? Il ne faut quand même pas se le cacher. Bon, écoute, Richard, si on veut vraiment faire une analyse en profondeur, c'est pas le but ici, évidemment, mais... Ça fait 50 ans, Oui, c'est ça que j'allais dire. Je suis d'accord avec toi. Ça fait longtemps qu'il y a des problèmes, là. On le sait. En fait, depuis 73. Oui, exactement. Bon, OK. Alors, on ne reviendra pas là-dessus. Bon, on va quand même... Deuxième sujet, Richard, qu'on a un peu abordé. Oui, un petit peu par la bande, là. Mais là, on va y revenir... La presse. De front. La presse.
La conversion de la presse en OBLL, on l'a appris cette semaine, est reportée après les élections. Exactement. Alors, on va d'abord comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe là. Ouais. Pour que ce projet de loi puisse être adopté rapidement, il fallait le consentement de tous les députés. Mm-hmm. OK? Pourquoi? Parce que nous sommes en période où le projet de loi a été présenté dans la période où on était en fin de session. OK? Et pas dans les temps nécessaires. Alors, il y a une part de stratégie là-dedans de la part de Power. Il voulait faire un coup de force, il voulait essayer de passer ça une petite vite, là. Ouais. Pourquoi? Parce que ils veulent surtout pas répondre aux questions qu'ils vont nécessairement devoir être soulevées. Notamment sur la question des comptes. Hein? Sur les comptes, oui. Alors là, on dit que ça va devoir être soulevé. Mais là, tu vois, selon le résultat de l'élection, ça pourrait ne pas l'être. Ben oui, dépendamment de... OK. Et évidemment, le Parti québécois, là, va devoir lutter avec la dernière énergie pour s'imposer. Et ce sera probablement le premier dossier sur lequel il pourra le faire. Tu veux dire une fois les élections passées? Un nouveau Rat Pack. Je me souviens, tu es encore trop jeune, mais entre 1973 et 1976, lorsque le PQ a été élu avec 7 députés, là, je veux dire, ils ont réussi, malgré tout, avec juste 7 députés, à contrôler l'agenda de l'Assemblée nationale. En insistant sur la corruption libérale. Et en résistant, bon. Ouais. Alors... D'ailleurs, petite parenthèse, Richard, c'est toujours là-dessus que les libéraux tombent, historiquement au Québec. Ouais. C'est à cause d'histoires de corruption. Oui. c'est un peu mais là, une tendance de l'histoire. Tu sais, puis c'est ça qui est tellement incroyable. Je veux dire, le dossier est tellement... Oui, mais il est tellement riche. Oui, riche. Ouais. OK, Puis nous, on est pauvres, mais le dossier est riche. Oui. OK? Mais c'est d'ailleurs peut-être pour ça, c'est vu l'ampleur de la catastrophe, peut-être que le Parti québécois se sent débordé, il se dit finalement ça ne sert à rien au niveau stratégique. Non, vraiment pas, ils ne l'ont pas vu. Je ne comprends pas à quoi ils ont rêvé. Là, ils se sont pognés dans des petites affaires de gogos. Non, mais même pour le peuple, je veux dire pour les citoyens, suivre tous les dossiers de la corruption libérale, il y en a tellement, et c'est tellement complexe. Écoute, tu le sais que nous, on l'a fait. Ben oui, effectivement, c'est le rôle de Média Ici, la semaine dernière. La semaine dernière, la description qu'on a faite de la situation, là, bien sûr. C'était complet. Bien sûr. Alors, comment se fait-il que les journalistes ne le font pas? Ne l'aient pas fait. Ils n'ont pas fait les suivis nécessaires. Et comment se fait-il que le PQ ne se soit pas saisi de ça pour occuper l'espace médiatique avec ça? Et frapper les libéraux. Continuellement, sans relâche. Ouais. En tout cas, on ne peut pas compter sur la presse pour faire ça pour des raisons évidentes. Évidentes. OK? Mais ça ne fait rien. Tu sais, le PQ, là, aurait, avec Non. Tu sais, il y a quand même un média, là, qui, à l'heure actuelle, là, couvre ces choses-là, puis c'est le parti, c'est le Québécois. Ben ouais. Puis le pire, c'est qu'ils le font, non pas avec l'information que leur fournit l'opposition du PQ, mais ils le font à partir du budget des bureaux d'enquête. Des bureaux d'enquête de Québécois. C'est quand même fort de café, ça. D'ailleurs, en parlant du Parti québécois et de la presse, on peut quand même souligner le fait que c'est quand même le Parti québécois qui s'est opposé au projet de loi déposé. Bon, alors, c'est intéressant, vois-tu, mais ce qui est très intéressant, c'est encore plus... c'est là qu'on voit à quel point la partie est en train d'être serrée, là. C'est qui a approuvé? Bon, alors... On a appris en début de semaine, là, lundi en fin d'après-midi, que le Parti québécois et Martine Ouellette comptaient voter contre. Exact. Alors, ce qui moi, m'a frappé tout de suite, c'est le fait que ce soit non pas Jean-François Lisée qui a annoncé la chose, mais Pascal Bérubé. Écoute, il faut quand même être réaliste, là, puis comprendre que Pascal Bérubé, c'était le bras droit de Pierre-Carl Péladeau quand il était le chef du Parti québécois. Exactement. Première des choses. Pascal Bérubé, je suis certain qu'il parle encore au téléphone avec Pierre-Carl Péladeau régulièrement. On peut. Et je suis certain qu'ils ont discuté du dossier de la presse ensemble et que Pierre-Carl Péladeau a fait valoir les arguments qu'il pouvait faire valoir pour justifier la nécessité pour le Parti québécois de s'opposer à ce projet de loi-là. D'ailleurs, Pierre-Carl Péladeau a lui-même été en commission parlementaire. Et il a même témoigné. Sauf que, bon, il l'a fait dans une perspective que moi j'ai trouvée extrêmement
parfaite du point de vue Juste. du protocole, c'est qu'il ne s'en est tenu qu'aux arguments que lui, comme président d'un organisme de presse, et homme d'affaires. Comme homme d'affaires, finalement. Concurrent, oui. Pouvait le faire. Il n'a pas du tout abordé les arguments à dimension politique. C'est-à-dire la ligne éditoriale de la presse. La ligne éditoriale. Non, il a répété ce qui est vrai, c'est-à-dire que le modèle de la presse a été une catastrophe. La Presse Plus, l'espèce d'application sur tablette qui s'est complètement effondrée. C'est un ratage total. Oui, c'est un ratage total. Sur le plan affaires. Exact, sur le plan des affaires. On ne parle pas de la... Okay. Alors que, et pendant la même période, le Québécois, elle, modifiait complètement son modèle et en encourant les foudres des syndicats qui l'accusaient d'être, Pierre-Carl Péladeau, d'être le roi du lock-out. Oui, comme il l'a d'ailleurs dit lui-même en commission parlementaire. Bon. Il y a quelque chose là qui n'a pas été relevé par personne. Et moi, j'ai trouvé particulièrement odieuse la ministre Montpetit, qui a cherché par tous les moyens à le coincer en commission parlementaire pour lui faire dire que, comme homme d'affaires, il n'aurait pas accepté que... mais la question n'était pas là. Il n'aurait pas accepté de se faire limiter dans sa capacité de transformer ses affaires. Le problème, c'est qu'il y a une loi. Ouais. Et puis la loi, elle existe. Et puis on ne peut pas travailler en dehors du cadre de la loi. On peut la modifier. Ouais. Et c'est d'ailleurs le propos de faire modifier la loi sur la succession de Trèfle-et-Berthiaume, qui est l'ancien propriétaire de la presse. Oui, d'ailleurs, il faut peut-être rappeler aux gens, Richard, qu'il y a une loi spéciale déjà qui a été votée sur la presse. C'est ça, on l'a fait ça. C'est pour ça qu'il y a une nécessité de faire une nouvelle loi là-dessus. Hein. Alors, première des choses, on voit que le PQ, là, finalement, s'est rendu aux arguments mais c'est des arguments du bon sens, là. Oui. OK? Et puis, il était inadmissible, puis Pierre-Carl Péladeau l'a souligné avec une puissance de feu assez remarquable, quand il a dit, écoutez, la presse offre 50 millions. Il dit, moi, je sais calculer. Il dit, s'il fallait qu'on applique à tous les employés la même règle que celle qui a été offerte à ceux qui ont quitté, ils obtiendraient 89 000 $ par employé. Au total, ça représenterait non pas 50 millions, mais 275 millions. Aha. Donc, la presse, le Power et les dirigeants de la presse cherchent à faire une économie de calcul. Hein? Ah ouais. 225 millions. Mm-hmm. OK? Et en plus, le 50 millions, ils veulent le faire financer par le contribuable. Oui, par l'État. Par l'État. Alors, c'est inacceptable. Ouais. Inacceptable. Puis alors, il y a des gens qui disent... Oui, mais c'est la partisanerie. La partisanerie contre la famille Desmarais, etc. Ridicule. Les Desmarais, là, on le sait, ils trempent dans toutes les magouilles. Ouais. J'ai publié un livre là-dessus. La dépossession tranquille. On a fait plusieurs capsules là-dessus sur Nomos TV. Bon, on l'a fait. Également. Plusieurs textes. Dans le long, dans le large et dans le travers. Ouais. Et puis, je veux dire, il n'y a pas besoin de uniquement ce qu'on dit. Il y a qu'à voir le Monde. Le Monde. OK, le journal. Le journal Le Monde qui blâme les Desmarais pour leur comportement dans l'affaire... Lafarge en Syrie. Bon. Ouais. OK. Potentiel financement de l'État islamique, rappelons-le quand même. Voilà. Je ne suis pas rien. Non, quand même. OK. Alors, et puis, il y a toute la question du contenu éditorial de la presse. Ben oui, exactement. Alors, ils sont là, puis ils disent, « bon, écoutez, tout ce qu'on fait, nous, c'est influencer la ligne éditoriale. Ouais. » Un instant, les gens savent... Vous allez être surpris de ce que je vais vous dire. La ligne éditoriale, c'est pas juste l'éditorial qui paraît... que vous ne lisez pas de toute façon et que la plupart des gens ne lisent pas de toute façon. Oui, c'est pas juste la ligne éditoriale... Là, les éditoriaux d'André Pratt. OK, c'est capital. Oui. Hein? C'est le choix des manchettes. Oui. Le choix des titres. OK? Ça, c'est souvent ce que les gens ne savent pas. Ben non. Je fais juste une petite parenthèse ici, Richard. Les gens croient que ce sont les journalistes qui choisissent les titres de leurs articles. Or, ce n'est pas le cas. C'est la rédaction. C'est la rédaction et ça relève directement du rédacteur en chef. Et souvent, ce qui fait qu'on va lire un article, même à l'époque du journal papier, c'était le titre. Et maintenant, ce qui fait qu'on clique sur un article, c'est le titre. Okay. Donc, ça a une importance majeure. Capitale. Capitale, oui. OK? Dans l'opinion. Exact. Dans la formation de l'opinion.
OK? C'est, alors, le choix des sujets traités, l'angle sous lequel on va les traiter. La mise en page, l'importance qu'on donne. La mise en page, je veux dire, est-ce que c'est en page 7 ou en page 1? Exact. Est-ce que c'est relégué aux oubliettes ou bien si c'est mis en vedette? Voilà, exactement. Okay? Même chose pour le site Internet. Même. Bon, c'est ça. Même chose. Et ça va même jusqu'à la caricature. Bien sûr. Okay? La caricature du jour. Ça relève de l'éditorial. Bien sûr. Donc, pour ceux qui s'imaginent que c'est l'éditorial, c'est très mineur. Pas du tout. Non. L'éditorial, c'est majeur. C'est l'orientation du journal. Tout à fait. OK? Bon. Et c'est le cas, je veux dire, on peut regarder ça soit pour le Journal de Montréal, soit pour Le Devoir, soit pour la presse. Vous pouvez facilement faire une comparaison. Et souvent, ça donne tout de suite, en une journée, quand il y a un événement politique, vous voyez tout de suite l'angle qui est abordé et vous savez à peu près à quoi vous avez affaire. Puis, ce qu'il y a toujours de frappant, c'est de voir que certains sujets sont pas traités sur Radio-Canada ou sur la presse. Mais ils oublient aussi. Mais ils vont l'être dans Québécois ou même, à la rigueur, à l'occasion, quand le Devoir est capable de se sentir des couilles, si vous me passez l'expression, aller dire quelque chose de fort. Ouais. Puis c'est de moins en moins le cas. Oui, tout à fait. OK? Alors, pathétique. Ouais. Bon. Et voilà, c'est-à-dire que finalement, on a les Desmarais qui nous disent que la presse doit être financée par les fonds publics, mais que la ligne éditoriale doit rester la même. Voilà. Il y a quand même une forme de culot là-dedans. Méchant culot. Ouais. Quand on sait que l'Agence du revenu du Canada vient de refuser le statut d'organisme sans but lucratif à l'IRI. Exact. L'Institut sous de prétexte recherche que c'est politique sur l'indépendance. Alors, la presse obtient un statut d'OBNL. Il l'a obtenu déjà. Là, l'idée fédérale aussi. L'idée fédérale obtient, mais l'IRI, non. Ouais. Tiens donc. OK, c'est quand même surprenant. Oui, ben, enfin, ça démontre le biais idéologique, quoi. Le biais. Ouais. OK? Ça démontre la mauvaise foi patente. Oui. Il y a quelque chose de moi qui m'a aussi choqué, Richard, c'est le traitement médiatique qu'on a fait à cette histoire de la presse. C'est-à-dire qu'on a vu toute la clique des journalistes commencer à nous expliquer qu'en fait, en sauvant la presse, on sauvait la démocratie au Québec. Et il y a eu une espèce d'inversion des valeurs. Et j'ai bien aimé le commentaire de Martine Ouellette qui disait non. La réalité, c'est que la démocratie, elle est ici au Parlement. Et si les Desmarais, si Power Corp avaient voulu faire un projet de loi pour sauver leur entreprise, il aurait fallu qu'ils le fassent dans les temps. Ici, on veut voir les comptes, on veut voir les livres, et la démocratie va s'appliquer par les députés. Et c'est pas en faisant justement un coup de force que la démocratie s'applique. Et c'est assez pitoyable, Richard, de voir que l'ensemble des journalistes, et je parle même des journalistes de Québécois, Drainville, André Robitaille... Non, il n'est plus là. Ben là, il n'est plus là. On va peut-être en parler d'ailleurs, mais feu Drainville à Québécois, là, il a quitté Québécois. Mais même Antoine Robitaille défendait la presse. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une forme de solidarité corporatiste des journalistes entre eux pour finalement sauver leur pain et leur beurre. Ben oui. Ben tu viens de le dire. Pourquoi? Ben oui. Pas pour sauver la démocratie. Non, ben c'est ça. Pour sauver leur assiette au beurre. Ben voilà. Exactement. Okay? Alors... Et tu remarqueras aussi, Richard, je fais une autre petite parenthèse, à chaque fois qu'il y a une nouvelle qui touche les journalistes, ça a une proportion incroyable dans les médias. Parce que finalement, les journalistes parlent d'eux-mêmes et essaient de nous expliquer que quand on touche un peu à leurs privilèges, c'est très grave. Donc, il y a toujours une surreprésentation des nouvelles liées aux journalistes dans les médias parce que, évidemment, ils parlent d'eux-mêmes. En bon français, ça s'appelle un conflit d'intérêts. Oui, tout à fait. Ils sont, à chaque fois qu'ils font ça, ils sont en conflit d'intérêts. Et comme c'est eux qui tiennent le crachoir, OK, on n'a pas l'écho contraire. Oui. OK? Alors, on accepte parce qu'il n'y a pas de contradiction. Oui, et c'était... Il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà, il n'y a pas de débat et c'était dérangeant, cette espèce d'unanimisme généralisé de la classe journalistique. Et c'est toi qui m'as signalé l'intervention d'un ancien... de Radio-Canada, Alain Saunier. Oui, dans le Huffington Post, qui a écrit en disant « Oh là là, le Parti québécois doit faire la preuve qu'il n'est pas partisan. » Ben non, c'est pas au Parti québécois de faire la preuve qu'il n'est pas partisan. C'est aux Desmarais de faire la preuve qu'on doit sauver la presse. Voilà. C'est pas l'inverse. Il y a comme une inversion du fardeau de la preuve, de la folie. Tu te rends compte, là,
Écoute, c'est... Ancien directeur de l'information aussi à Radio-Canada. Alors, imagine, là, si lui était directeur de l'information, À Radio-Canada. ça te donne une idée du degré de désinformation auquel on avait droit. Ben exactement. Ça démontre en fait ce qu'on disait plus tôt. Voilà. D'ailleurs, bon, j'ai mentionné un peu Martine Ouellette. On peut peut-être continuer, Richard, sur ce qui s'est passé au Bloc québécois. Les masques tombent au Bloc. C'est-à-dire que là, Martine Ouellette a démissionné. Sur les 7 anciens démissionnaires qui avaient quitté le Bloc québécois, semblerait-il, pour des raisons d'incompatibilité avec la personnalité de Martine Ouellette, il y en a 2 qui sont retournés au Bloc, donc le Bloc qui se retrouve sans chef, et il y en a 5 démissionnaires qui restent dans leur espèce de formation politique qu'ils ont créée, là, Québec debout, en disant le problème, ce n'était pas Martine Ouellette, le problème, c'est l'article 1 du Bloc québécois qui est la promotion de l'indépendance. Et là, on voit que finalement, les masques tombent. Parce qu'ils ont quitté le Bloc, non pas en raison de la personnalité de Martine Ouellette, mais en raison de l'article 1, c'est-à-dire la promotion de l'indépendance. C'est donc sur un conflit stratégique que s'est fait la division du Bloc. Et non pas sur un conflit de personnalité. Et dans ce sens-là, ça invalide totalement leur argumentaire d'il y a quelques mois. Ben oui, écoute. On n'en a pas parlé beaucoup parce qu'on ne veut pas accabler le mouvement souverainiste. Là. Ouais, déjà plus qu'il ne l'est. Il s'accable tout seul. Il fait sa job lui-même. Là. Il creuse sa tombe. Mais d'ailleurs, là-dessus, Martine Ouellette a été très claire. Hein? Elle a dit les pires ennemis du mouvement souverainiste sont un peu à l'intérieur du mouvement. Hein? Ben oui. On n'a plus besoin des fédéralistes pour... Non, on est capable de se faire la job à nous-mêmes. Oui, exactement. Bon. OK. Tiens, il y a quand même des choses là, qu'il faut souligner. Un de nos anciens collègues, Gilles Paquin, qui... de Vigile. De Vigile, oui. Il faut le préciser, oui. Qui, lui, a décidé qu'il fallait respecter le protocole en ce qui concerne le drapeau du Québec à la Ville de Montréal. Oui, qui n'était pas respecté, parce qu'il y a une loi qui oblige les bâtiments publics à donner... Du Québec, à donner la priorité au drapeau québécois. Oui, le fleur Autrement dit, dans le protocole québécois, tel qu'il est établi par la loi, OK, le drapeau du Québec doit toujours, sur un bâtiment public ou un figurer au centre, exact, et non pas le drapeau du Canada au centre. Or, la Ville de Montréal, depuis une dizaine d'années, avait pris l'habitude d'enfreindre le protocole, alors que c'est une... Tu sais, il faut comprendre, les municipalités sont des créatures de l'État québécois. OK? Exactement. Il faut comprendre ça, là. Elles relèvent de l'autorité du gouvernement québécois. Ouais. Donc, il fallait que le drapeau du Québec figure toujours au centre. Oui, et même plus que ça, je crois qu'il y a une loi obligeant les conseils municipaux à avoir le drapeau québécois, et le drapeau québécois a été retiré. Dans plusieurs. Oui, à Montréal, de l'hôtel de ville, en fait. Et de plusieurs hôtels de ville d'arrondissement, là. Oui, c'est ça, également. Et d'ailleurs, ça me permet de reprendre un thème, moi, que je trouve, dont personne ne parle. Je pense qu'il y a seulement Gilles Proulx qui parle de ça dans les médias québécois. C'est la situation des drapeaux, par exemple, au Québec, partout, mais particulièrement sur les écoles. Les drapeaux sont dans des états lamentables. Ça ressemble à des chiffons. Alors, on va me dire, si on a des arguments un peu matérialistes, c'est juste du tissu, c'est pas grave. Non, ça démontre le peu de respect qu'on a pour la nation. Te souviens-tu, il y a quelques mois, de la SAQ qui subrepticement qui avait enlevé les drapeaux québécois d'un certain nombre de ces établissements, ça participe du même esprit. Exactement. Et tu comprends que c'était carrément orchestré par le parti au pouvoir, le gouvernement, qui souhaitait que on écrase. On dénationalise. À petit feu. Alors que, et on sait que le but de Couillard, c'était carrément de ratifier, et que le jugement rendu par la juge Dallaire lui a coupé l'herbe sous le pied. Ouais. Alors qu'il pensait faire ça avant de partir. Ouais.
Mais, avant l'élection. Oui, et c'est ce qui nous prouve d'ailleurs que sur ces aspects symboliques-là, qui ont l'air un peu mineurs, on se dit, des questions de drapeau. En fait, non. Il y a des vrais combats idéologiques qui se font là-dessus. L'exemple de la SAC nous le rappelle, mais également, vous remarquerez ça, je dis ça à nos auditeurs, Richard, les drapeaux québécois sur les bâtiments publics souvent sont en très mauvais état, surtout pour les écoles. Et moi, j'encourage les gens à faire des plaintes là-dessus, à vous plaindre aux établissements scolaires pour respecter le drapeau. Parfaitement d'accord. Sinon, ben oui, quand même, en parlant du Parti libéral, bon, on l'a dit un peu plus tôt, ça va pas très bien pour le Parti québécois, mais ça va pas du tout non plus pour le Parti libéral, et c'est la continuité de l'hécatombe. Hein. Oui, et alors, dans le cas du Parti québécois, ça fait longtemps ça fait plusieurs années qu'il est dans les... Oui, qui va pas très bien, quoi. Qui flagelle. Ouais. Mais là, le Parti libéral, lui, était au pouvoir. Or, oui. C'est quand même exceptionnel, l'hécatombe à laquelle on assiste. Et on est rendu, là, maintenant, à 17 députés qui étaient, dans certains cas, ministres, oui. qui ont annoncé leur départ. Qui ne se représenteront pas. Voilà. Alors, cette semaine, deux. Le ministre Laurent Lessard et le ministre Jeffrey Kelly. C'est incroyable. Et puis, en plus de ça, la cerise sur le gâteau, c'est Pierre Paradis qui vient dire qu'il est victime d'une vendetta. Oui. Il y a comme un... Okay. Il n'y a pas une très bonne ambiance chez les libéraux. Non. On comprend que Couillard, contrairement à Jean Charest, pour lequel, bon voilà, Jean Charest que je n'aime pas du tout sur le plan politique, mais auquel on peut quand même trouver une sorte de mérite politicien, si je peux dire. Il avait réussi à conserver la cohésion du Parti libéral. Quand il a été au congrès récemment du Parti libéral, il a été chaudement applaudi. C'est-à-dire qu'on voit que c'est quelqu'un qui demeure aimé au sein des rangs libéraux. Ça semble pas du tout être le cas. En fait, je veux dire, quand tu dis ça, il faut faire attention. Parce que, dans le fond, quand les gens applaudissaient Charest, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils minaient l'autorité de Couillard. Ils désavouaient Couillard. Oui, bien sûr. Hein? OK? Et puis, tu sais, c'est pas tellement que les gens étaient emballés par Charest, mais que, c'est une manière de montrer leur désapprobation de Couillard. Oui, du premier ministre. Et puis, ils arrivaient, ce qu'ils ne peuvent pas faire ouvertement, directement, tant et aussi longtemps qu'il est le premier ministre, parce que il contrôle tout. Oui, oui. Et notamment leur sort. Oui, oui. OK? Alors, là, il faut s'attendre qu'avec le sondage qu'on vient d'avoir, là, on va assister encore à des départs. Oui, c'est ça va continuer. Hein. La saignée va se poursuivre. Ouais. Bon. Sinon, élection en Ontario, Richard. Oui. Le frère de l'ancien maire de Toronto, hein, on connaît la saga du maire de Toronto, Rob Ford, ces histoires de crack et de drogue improbable, qui est terminée, mais finalement, qui est mort, en fait, qui est décédé, hein, Rob Ford. Oui, il en est mort. Il en est mort. Son frère vient d'être élu premier ministre de l'Ontario. Les libéraux de Kathleen Wynne ont connu... Balayé. Complètement balayé. D'ailleurs, 7 députés, je crois. Donc, ils ne forment... le Parti libéral de l'Ontario ne forme même plus un parti officiel à l'Assemblée législative de l'Ontario. C'est pour dire à quel point le balayage est majeur. Alors, quand tu regardes les raisons de cette débandade, d'abord, il y a eu une série de scandales, là aussi. Ensuite, il y a eu toute la gestion de la politique énergétique ontarienne qui a été un fiasco total sous les libéraux. Ensuite, il y a eu justement le virage sociétal de l'Ontario qui est vraiment là, pas au goût de tout le monde. De tout le monde, OK? Et même de la majorité. Parce que, bon, il faut comprendre quand même que, oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'immigrants à Toronto, mais qu'en dehors de Toronto, il y en a pas mal moins. Oui. Mais d'ailleurs, c'est intéressant, je lisais une analyse là-dessus, je pense, dans le Globe and Mail, qui affirmait que finalement, ce sont les immigrants qui ont notamment voté pour Doug Ford aussi. Hein. Oui? Oui, c'est-à-dire que les valeurs un peu conservatrices, ça peut rejoindre une partie de la clientèle immigrante. Et puis il y a aussi une situation financière extrêmement difficile en Ontario. Voilà. Et qui, on va l'apprendre très prochainement, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. Quand un gouvernement est dans cette situation-là,
Il dit rien. Il veut surtout pas en parler pendant les élections. Ouais. Mais quand le nouveau gouvernement arrive au pouvoir, et je le sais, je l'ai vécu en 1994, quand le PQ a pris le pouvoir, c'est ça qui s'est passé et on a découvert que la situation financière... Les comptes publics sont toujours moins en bon état qu'on croyait. Quoi. Ils sont toujours moins en bon état. Mais là, ils sont désespérément en mauvais état. Et il faut comprendre à quoi c'est dû. OK? L'Ontario a vécu pendant des années de l'industrie automobile. Ah, ouais. OK? Et, ça va pas aller en s'améliorant. Non. Alors, il s'est passé quelque chose. À partir du moment où Paul Martin, au début des années 2000, a voulu redresser la situation financière du Canada, il a effectivement réussi. OK? Et quel effet ça a eu? Ben, ça a eu comme effet une remontée considérable de la valeur du dollar canadien. Et donc, ça rendait les exportations canadiennes vers les États-Unis, y compris celles qui étaient faites dans le cadre du pacte de l'automobile, beaucoup moins concurrentielles. Bien sûr. Est survenue la crise de 2008, et là, ça a été catastrophique. Oui. OK? Et depuis ce temps-là, ça bat de l'aile. OK? Et en fait, ça bat de l'aile. La situation financière de l'Ontario, qui était avantageuse, sans bon sens, est devenue rouge. Comme d'un gros rouge tendu, là. Pas rouge libéral. Bien, à peu près. Un peu. Surtout que c'est eux au pouvoir. C'est ça. Ouais. Alors, la situation est franchement catastrophique, au point que la situation financière de l'Ontario est maintenant moins bonne que celle du Québec. Ça, on n'en parle pas beaucoup. Hein? Non, mais c'est pourtant une réalité. OK? Alors... Oui, ça explique aussi le balayage des libéraux. Hein? Ça explique le balayage des libéraux. Ouais. Et quand le Doug Ford va arriver avec son premier budget, regardez-le bien, il va déchirer sa chemise, puis il va dire, regardez ce que les libéraux nous ont laissé. Des dettes. Les dettes, etc. Puis il va être obligé de me mettre en place un régime, mais d'une austérité radicale. OK? Et là, les Ontariens vont trouver ça moins comique. OK? Alors, ça aussi, ça va contribuer à distance. Parce que l'ironie dans tout ça, mais la grande ironie, c'est que pendant que nous, au Québec, les souverainistes là, sont en train de se saboter eux-mêmes, le reste du Canada va pas très bien. Va pas bien. Non. En fait, il n'a jamais été aussi mal. Hein? Il n'a jamais été aussi mal. L'Ontario, ça va pas bien au niveau économique. L'Alberta ne peut pas exporter son pétrole. Puis en plus de ça, maintenant, on a le problème de l'ALENA. En plus, il y a l'ALENA, la Colombie-Britannique lance des poursuites contre les projets pétroliers. Alors, tu sais, cette question de l'ALENA, là, les gens... Bon, ça nous ramène au G7, hein, ce qui s'est passé. Oui, on arrive au G7 avec ça. OK? Il faut comprendre que l'ALENA a été très rentable au début. Oui. OK? Pour les exportations. Les exportations, etc. Ouais. Mais ça a commencé à décliner au fur et à mesure que le dollar canadien remontait. Ouais. OK? Et finalement, l'Ontario est dans une situation de grande vulnérabilité stratégique parce que c'est elle qui, finalement, bénéficie du pacte de l'automobile, la grande concentration des industries automobiles. Et alors, quand on voit M. Trump faire comme il l'a fait en fin de semaine, dire à Justin Trudeau, mon petit maudit, OK, tu as dit des choses dans mon dos. T'es faible et minable. T'es faible et malhonnête. Malhonnête, OK. Puis qu'un autre de ses collaborateurs a été dire, même s'il s'en est excusé depuis, que Trudeau méritait une place spéciale en enfer. OK? Mais moi, ce que j'ai entendu, c'est Trump, en conférence de presse hier, allait dire carrément que le Canada allait payer très cher en dollars. Oui, pour ce qui s'était passé. Pour ce qui s'était passé. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Trump s'apprête à imposer des tarifs qui vont avoir pour effet d'annuler finalement l'accord sur le pacte de l'automobile. Ah oui, ben oui, c'est voilà. Pour l'Ontario, c'est catastrophique. Et il va faire la même chose d'ailleurs pour l'Allemagne.
Parce qu'ils n'arrêtent pas de déplorer que les rues américaines sont envahies par les voitures étrangères. Les voitures allemandes. Bon, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui sont construites aux États-Unis. Oui, c'est ça. Okay? Mais malgré tout, il reste que, pour ce qui est des gros modèles, là, comme les BMW puis les Mercedes, là, les Allemands vont avoir des problèmes. Okay? Et c'est toute l'économie allemande qui repose là-dessus. Oui. Alors, ça nous amène évidemment au fiasco. Ouais, fiasco total du G7. Trudeau humilié dans ses bottines à la face du monde. Totalement pitoyable, avec une déclaration qui finalement est remise en question par Trump une fois qu'il est dans son avion présidentiel. Encore une fois, Richard, je vais revenir là-dessus, comme je l'ai fait sur la question de la presse. Le traitement médiatique qu'on a du G7 au Québec est assez pitoyable. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir des journalistes qui sont strictement partisans de Trudeau. C'est à peu près tout. Ils ne sont pas capables de faire une analyse réelle de ce qui se passe. Ils ne sont pas partisans de Trudeau. En tout cas, ils sont le fin mot d'analyse. Pour moi, le meilleur exemple, c'est l'éditorial de Brian Miles. Ah, oui. OK? Alors, il faut comprendre que déjà en partant, Brian Miles, des éditoriaux, il n'en écrit pas souvent. Oui. OK? Première des choses. Deuxième des choses, il a choisi d'écrire un éditorial sur le résultat du G7. Et qu'est-ce qu'il a fait? Son éditorial, c'est une adhésion complète aux thèses mondialistes. Ah, complètement. Complète. Ouais. Et un rejet de Trump sur la base de ces thèses-là. Oui. OK? Non pas par appui pour Trudeau. L'idée à la base... Non, mais là, tu parles précisément de Brian Miles. Moi, je parle Brian Miles, OK. Je te laisse poursuivre la réflexion. OK. Et alors, ça vient d'où, ça? Je sens que tu as une idée, Richard. Ben oui, j'ai une idée. C'est un éditorialiste allemand qui d'un grand journal en Allemagne qui a expliqué que tous les éditorialistes, ça c'est il y a quelques années, étaient grassement payés par la CIA pour tenir la ligne mondialiste. C'est-à-dire que les services de renseignement américains... Voilà. Finançaient. Graissent la patte. Pour influencer les lignes éditoriales des différents journaux. Voilà. Et ce journaliste allemand-là, finalement, en a été un des bénéficiaires. Il disait que lui-même... Il avait touché de l'argent, puis il disait que tout le monde c'était la pratique courante. D'accord. OK? Alors, évidemment, ça n'a pas plu. Et puis, bon, depuis ce temps-là, le pauvre journaliste allemand, il est comme mort à un moment donné, là, dans des circonstances troubles. Ah, il est décédé? Ben oui. Ah, d'accord. Tu savais pas ça? Non, je n'étais pas au courant de cette histoire. Une histoire invraisemblable. Tu te rappelles-tu de son nom? Non. Juste un nom à coucher dehors un peu. Là. Non, mais ce serait bon de donner la référence aux gens. On la donnera. On la donnera. OK. Mais d'accord. Alors, ça, c'est déjà une explication de gens qui rentrent dans un volet géopolitique, les questions des services de renseignement. Mais au-delà de ça, Richard... Écoute, tous les journalistes du Québec, là, les journalistes à la joute, là, Caroline Saint-Hilaire, je ne sais pas qui, ne sont pas nécessairement payés par la CIA. Ils sont juste mondialistes parce qu'ils y croient aussi. Alors, la tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais sauf que... Il y a un unanimisme journalistique. Sans être payé en bonnes espèces sonnantes et trébuchantes, on peut te faire des faveurs. Oui. Hein? Organiser un voyage ici ou là. Ou... Peut-être, c'est possible. Mais même là, moi, je crois que c'est des gens qui, au fond, c'est parce que moi, ce qui me choque, c'est que c'est des gens qui sont censés être souverainistes et qui, au fond, Caroline Saint-Hilaire, c'est ça, là, c'est la conjointe de Makakoto. Oui, censée être souverainiste. Je l'ai dit, censée être souverainiste. Non, mais c'est comme ça qu'elle est présentée médiatiquement. Et au fond, quand un président américain applique la souveraineté de son État, elle est choquée. Parce que ça ne répond pas, finalement, aux thèses mondialistes, sans frontiérisme, libre-échangistes. Alors, on se dit, mais dans le fond, ces gens-là ne savent pas c'est quoi la souveraineté. Ils n'en ont aucune idée de c'est quoi la souveraineté. Regarde simplement... Ils ne savent pas ce qu'ils défendent. Souviens-toi simplement des propos tenus par Jean-François Lisée au lendemain du Brexit. Brexit et Trump. Hein? Il a frappé l'effigie de Trump. Et puis, alors que... il a endossé Hillary Clinton. Voilà. Alors, on se demande vraiment... Bon, c'est ça. Ce sont des gens qui ne comprennent pas réellement ce que ça veut dire, la souveraineté de l'État. Non. Et j'aime ce que j'ai vu... Enfin, j'aime pas ce que je vois au G7, mais c'est intéressant parce que ça révèle l'ineptie de la classe médiatique et politique au Québec. Qui ne comprend pas la nécessité actuelle pour les États-Unis, que ce soit Trump ou un autre, de
absolument faire primer ses intérêts. Oui, les intérêts des États-Unis OK? au niveau économique. Par-dessus tout autre. Ben oui. OK? Et on veut, c'est-à-dire, on veut au Québec quelqu'un qui fasse la même chose. C'est dérangeant. Ben oui. Ça nous dérange. Bien sûr. Mais en même temps, ça correspond à une nécessité parce qu'ils sont rendus à besoin absolu de créer de l'emploi chez eux. Oui, c'est ça. OK? Et de ramener chez eux les emplois qu'ils ont exportés. Les emplois des classes moyennes. Ben, ils veulent rebâtir une classe moyenne. Ben oui. Pourquoi? Ben regarde, il y a pas tu peux pas lire un article dans un journal américain ou écouter une entrevue ou quelque chose sans qu'on te rappelle que la classe moyenne est en train de disparu. Oui, exact. OK? Et puis qu'il y a un affrontement, une polarisation de plus en plus entre les riches et les pauvres. Les ultra-riches. Et ceux qui sont l'ultra en dessous. Oui. OK? Alors, il faut absolument, pour garantir la paix sociale, restaurer aux États-Unis, par un moyen ou un autre... Oui, une forme de tissu industriel qui donnerait des emplois. Qui créerait des emplois. Oui, parce que... pour rebâtir une classe moyenne. Exact. Parce que, de toute manière, les bulles spéculatives, avec l'économie financiarisée, c'est bien beau, hein? Ça fait croître le PIB d'un pays. Non, ça ne fait pas croître le PIB d'un pays. Ben, enfin, de manière artificielle. Mais la réalité, c'est que ça ne crée pas d'emploi. On a l'impression qu'il y a une croissance économique. Oui, mais alors, ce qui est très important de comprendre, c'est que la croissance économique qui est là résulte uniquement de l'endettement des pays. Ben voilà. OK? Alors, moi, j'appelle pas ça, c'est pas de la création de richesse, là. Non, mais je te parle d'un point de vue statistique. Oui. C'est-à-dire que statistiquement, ils peuvent démontrer qu'il y a une croissance économique, mais qui repose uniquement sur l'endettement. Ben voilà, sur la spéculation financière, donc l'endettement. Et au final, la qualité de vie des gens ne s'améliore pas. Ben non, mais au contraire, elle se détériore. Exact. Puis c'est pas les services, tout tombe en ruine. Tu sais, quand tu as des États là, qui annoncent le Connecticut, par exemple, ou le New Jersey, là, qu'ils sont au bord de la faillite, tu sais, ça commence à être grave. Le grand symbole de ça, si on peut dire, c'est quand même la ville de Détroit, qui est dans un état totalement épouvantable. OK, c'est devenu un ectoplasme à côté de ce que c'était. OK? Alors... Et d'ailleurs, c'est ce que moi, je me rappelle la campagne de Trump, il en parlait de ça. Hein? Ben oui, il disait, des fois, je me promène aux États-Unis, j'ai l'impression de vivre dans un pays du tiers-monde. Et je m'en vais au Bahreïn, au Qatar, les gens développent ces pays-là dont on rit, qui sont censés être des pays un peu médiocres. Finalement, ils développent, leurs infrastructures sont modernes, ils construisent. Et nous, on a des aqueducs à moitié effondrés, désuets, des routes qui s'effondrent, etc. Alors, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été élu. Hein. Et d'ailleurs, je reviens sur ma critique des médias de masse au Québec. Les gens sont comme étonnés que Trump fasse ce qu'il a promis. Je rappelle qu'à peu près, sur sa politique protectionniste, c'est pas censé nous surprendre. Il a été élu là-dessus. Et il l'applique. Et pour le Canada, de penser, mais alors avec une naïveté, mais totalement déconcertante, que parce qu'on était des bons amis puis des bons voisins... Oui, parce qu'on était gentils, quoi. On allait nécessairement échapper aux fourches caudines. Ben oui. Tu sais, il faut quand même pas... il faut avoir une mauvaise analyse de la situation. Oui, et puis alors, la situation... Mais les mondialistes ont une mauvaise analyse de la situation. Complète. Et ensuite, il faut comprendre que, à l'heure actuelle, la chose la plus importante pour le Canada, c'est de se repositionner sur l'échiquier mondial à partir des découvertes qu'on fait, et puis d'avoir une nouvelle politique étrangère qui correspond véritablement aux intérêts du Canada et à la situation dans laquelle le Canada se retrouve aujourd'hui. Moi, je te dirais, Richard, qu'il faut que ce soit le Québec qui fasse tout ça, plus que le Canada, ultimement. Oui, non, mais écoute, moi, je suis capable de fonctionner à deux niveaux, là. Ça ne veut pas dire que j'intériorise... Non, je sais. Je te taquine un peu, mais tout ça pour te dire qu'au moins, les souverainistes au Québec devraient, eux aussi, se mettre dans une lecture géopolitique des choses. Je suis capable de mâcher de la gomme puis marcher en même temps. C'est bon. C'est ce qu'il faut. OK. Alors, ça, c'est une situation quand même incroyable. Le Canada, là, est obligé, d'un seul coup, là, il réalise que tout son positionnement mondial
vient de voler en éclats. Et c'est pour ça qu'il s'accroche à Macron, qu'il essaie de s'accrocher à Merkel, etc. Là. C'est-à-dire... Oui, mais c'est parce qu'eux autres non plus réalisent pas que la même chose vient de leur arriver à eux. Exactement. Et d'ailleurs, c'était drôle de voir ça, hein, le fameux G6+1, comme si Trump était isolé face aux 6 autres. La réalité, c'est que le président italien et le président japonais étaient plutôt en faveur, en fait, de Trump. On pas du tout été hostile à ses positions. Hein. Non, pas du tout. Donc, et même le président, le nouveau premier ministre italien est venu dire que lui, il était d'accord avec l'idée de faire revenir la Russie au sein du G7. Ah ben oui, exactement. Oui, tout à fait. Alors, c'est ça. En fait, Trump était loin d'être isolé, et avec ce qui se passe en Italie, avec l'élection de la Lega et du mouvement 5 étoiles, ce qui se passe en Autriche, ce qui se passe en Europe de l'Est, c'est plutôt l'alliance de Trudeau, Merkel et Macron qui est isolée, en fait. Ouais. Devant Trump, le Royaume-Uni qui est en négociation pour quitter l'Union européenne. Ce sont les mondialistes qui se mettent finalement, qui deviennent de plus en plus minoritaires sur le plan international. Donc, il y a une forme de basculement quand même des rapports de force, je dirais, dans l'échiquier international. Oui. Et alors là, évidemment, à l'heure actuelle, il y a comme un déni. Exact. Il y a un déni de ça. Un déni de tout. Écoute, pense-y, là. Ouais. Il y a des gens qui ont investi. Ben oui. Exact. Beaucoup dans le système en question, leur carrière en dépend. OK? Imagine tous ces dirigeants politiques là, qui, littéralement, vivent du mondialisme. Oui. OK? La même chose avec l'OTAN, hein? On peut faire la même analyse. La même chose, OK? Et tout ça, à l'heure actuelle, est en train d'être mis en question. Regarde les arguments utilisés par Trump pour justifier les mesures qu'il prend. Il a rappelé au premier ministre européen qu'il ne contribue pas à la défense. Ben voilà. De l'Europe. Voilà. Il affirme, oui, c'est bien beau, là, l'Empire américain qui vous protège, c'est ça. Mais ce serait bien que vous soyez un peu plus autonome. Payez pour. Ben voilà. OK. Et là, les Européens sont comme choqués de se faire dire, oh mon Dieu, il faut être souverain. OK. Il faut avoir notre propre armée. Finalement, tout ce monde-là a profité de la manne américaine pendant qu'elle passait. Ouais. Bon, là, les Américains réalisent que la manne, là, ils sont plus capables de l'assurer. Exactement. Et ils retirent, et puis ils disent, écoutez, payez. Si vous voulez des services, on va vous les offrir, mais payez. Exact. OK? Et c'est ça qui choque beaucoup Merkel. Hein? C'est énormément. Alors, parce que pour se mettre à niveau, là, l'effort est gros. Ben, c'est ça. OK? Oui. Tu sais, s'il fallait que l'Allemagne se mette à dépenser 2% de son budget annuel pour la défense, je te prie de me croire que ça ferait des gros sous, et puis qu'ils ne sont pas prêts de faire ça du tout. De toute façon, quand bien même ils voudraient, il faut comprendre que tu ne peux pas, du jour au lendemain, te mettre à acheter des milliards de ceci ou de cela. Ça te prend des soldats, ça te prend des officiers, ça te prend des généraux. Oui, exact. OK? Tu n'arrives pas à faire ça, là, à monter un appareil de la nature de celui que supposeraient les dépenses que Trump veut imposer en criant lapin. Oui. Okay? D'ailleurs, ça a été quand même un sujet en France, hein, c'est-à-dire la baisse des dépenses militaires, les militaires qui se plaignent en France d'avoir des budgets réduits, du matériel vétusté. Ils sont même plus capables d'assurer les missions. Parce qu'il y a une volonté de se soumettre quand même à l'OTAN. Voilà. Il faut dire les choses de la part des dirigeants français depuis une dizaine d'années. Ouais. Et Trump sonne un peu la fin de la récréation. C'est pour ça que c'est quand même assez intéressant son élection et les effets de son élection concrètement en Europe, même s'il y a des aspects de sa politique étrangère qu'on peut ne pas aimer. Globalement, moi je suis... je dirais, assez favorable à la politique qu'il mène, ne serait-ce que par les conséquences. Tu parles de Macron? Non, je parle de Trump. C'est-à-dire l'élection de Trump. Ouais. L'effet concret que ça a, c'est quand même intéressant. Bon, mais mon seul problème, là, c'est qu'il n'est pas capable suffisamment de tenir à distance l'État profond. Oui, mais ça, comment je dirais... c'est peut-être très difficile à faire aussi en tant que président états-unien. C'est très difficile. C'est là où... Et alors, mais le problème, c'est qu'il débouche sur des contradictions.
Oui, évidemment. Ben, on a l'impression qu'il navigue un peu dans les contradictions. Ben, il essaye de s'en sortir. Il part de Charlevoix, il s'en va à Singapour, et puis, entre guillemets, il triomphe à Singapour. Mais quand tu te mets à regarder un peu plus la situation, tu réalises que c'est loin d'être aussi concluant qu'il ne le prétend. Hein? D'abord, il faut comprendre que Kim Jong-un, il n'a pas négocié à la baisse, lui. Hein? Il a maintenu son point, il y a des choses qu'il va faire, mais il y en a d'autres qu'il ne fera pas. OK? Et puis, il a acquis, lui, puis ça, c'est ça qui met le plus en furie les néoconservateurs américains, il a acquis, entre guillemets, une légitimité. Okay? Ben et là, les Américains sont furieux. Okay? Oui, parce que Trump l'a rencontré, finalement. Bon. Il l'a rencontré. Donc, il a reconnu que c'était quelqu'un avec qui on pouvait parler. Oui. Alors qu'on l'avait jusqu'ici diabolisé. Ouais. Donc, tu comprends que toute la rhétorique de la diabolisation, là, est foutue aux poubelles. Ouais. OK? Deuxièmement, il lui accorde suffisamment de crédit pour dire, bon, ben, on va se revoir à Washington, puis on va se revoir à Pyongyang. Et l'autre a tout à fait accepté déjà. Bien sûr, c'est sûr. Et puis, alors, et il consent aussi à la sauvette, à la dernière minute, alors qu'il y a déjà une entente de signer, à la suspension des exercices conjoints entre la Corée du Sud et les États-Unis. Les États-Unis. Semble-t-il, alors que ça semble pas qu'il y a d'autres points de vue qui sont en train d'émerger, là, mais semble-t-il qu'il n'en avait même pas informé les Sud-Coréens, ni les Japonais. Oui, enfin, j'ai un peu de difficulté à croire ça, mais écoute. Bon, c'est ce qu'on a prétendu. Oui, en même temps, écoute, c'est ce qu'on a prétendu. D'accord, mais la presse aussi est très anti-Trump. Oui, je ne parle pas uniquement de la presse de Montréal. Non, mais même la presse américaine, la presse internationale. La presse internationale. Alors... Je ne parle pas de la presse de Montréal. OK. Mais il y a quand même quelque chose là, de significatif qui s'est produit. Oui, tout à fait. Mais on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que là, comme tu dis, c'est un peu... et en même temps, de la Corée du Nord, c'est quand même un régime communiste. Parce qu'il y a eu des révélations extraordinaires, là. Tu sais, au G7, là, par exemple, pour revenir sur le G7 un instant, quand Trump a proposé de faire ramener la Russie au sein du groupe... Trudeau s'est opposé, vivement. Macron s'est opposé. Oui. OK? Et alors, c'est là qu'on comprend que les pays qui ont imposé des sanctions à la Russie, c'est pas les États-Unis autant que l'Europe sur la question de la Crimée. Ouais. OK? C'est là que ça devient... Et puis, alors, ça, c'est une révélation. Oui. Okay. À quel point, finalement, les pays européens sont militants contre la Russie. La position de Macron, c'est de dire tout simplement, oui, mais il faut respecter l'accord de Minsk. Et la réponse des Russes, c'est de dire, écoutez, là, s'il y a quelqu'un qui ne respecte pas l'accord de Minsk, c'est pas nous, c'est l'Ukraine. Okay? C'est là que tu vois l'ambiguïté de la position européenne et de toujours essayer de se cacher derrière les États-Unis, alors que le mauvais coup, en l'occurrence, c'est le leur. Oui. Ben, voilà. Mais c'est pour ça que je dis que c'est intéressant l'élection de Trump. C'est que ça a des effets comme ça de révélation. Ça révèle des situations. Oui, ça abat les masques. Les masques tombent. Okay. D'ailleurs, pour comprendre un peu l'attitude de Trudeau, enfin, je ne sais pas ce que tu penses de cette analyse-là, mais pour que Trudeau dise « Ah non, on s'oppose totalement à ce que la Russie réintègre le G7 », on sent quand même un peu derrière ça l'influence de Freeland. Définitivement. Freeland, la ministre des Affaires étrangères. Ukrainienne. Oui, qui est d'origine ukrainienne. On en a parlé déjà largement au micro de Point de bascule. Bon, qui a un passé familial collaborationniste ukrainien avec les nazis. Donc, qui est très anti-russe. Et elle-même, très proche des réseaux de George Soros. Ben oui. Donc là, on a vraiment... D'ailleurs, Trudeau lui-même est très proche des réseaux de voilà, c'est-à-dire il a conclu une entente avec Open Society sur l'immigration. Exactement. Donc Trudeau, Freeland, Soros,
ça baigne dans la même eau. Hein? C'est tout ça. C'est des plantes dont les racines trempent dans la même eau. Clinton, même chose. Hein? Donc, Parti libéral, oui, voilà, on voit. Parti démocrate américain, Parti libéral, Open Society, très anti-russe. C'est ça. Et c'est assez rigolo de voir le premier ministre canadien être plus anti-russe que le président américain. Ben voilà, c'est quand même intéressant. C'est quand même assez intéressant. Ça, c'est... Puis, les plus virulents dans l'anti-russe... la russophobie. La russophobie, c'est l'Angleterre, le Royaume-Uni. Je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, peut-être avec l'affaire Skripal? Ben oui, l'affaire Skripal, écoute, quand même, là, je veux dire, les preuves ne sont pas là. Puis, ils n'ont pas réussi à les apporter. Non, mais enfin, je tente une explication, Richard. Oui, mais il y a autre chose. Il y a cette... oui, c'est pensée géopolitique aussi très anti-russe. C'est ça. La pensée géopolitique qui est le produit... de Mackinder. Bien avant ça, de Lord Balfour, OK, puis de Cecil Rhodes et tout ça, là, c'est l'esprit mondialiste. Okay? Ah oui, OK, d'accord. Et pour qui il est nécessaire d'opposer un contre-pouvoir, une contre-force, et qui est la Russie. Autrefois l'URSS, maintenant la Russie. Et puis, c'est comme si l'Angleterre avait besoin absolument de ça pour exister. Tu veux dire d'un adversaire? D'un adversaire géopolitique. De cette adversité-là. Oui. C'est comme si... C'est quand même renversant, là. Oui, mais d'un autre côté, Richard, avec ce qui vient de se passer, parce qu'on a beaucoup parlé du G7, mais on a beaucoup moins parlé du fait qu'il y avait une réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai. Hein? Oui, au même moment. Au même moment. Et là, c'est pas un fiasco, qui était plutôt une réussite. Écoute, là... Alors, peut-être pour rappeler, c'est quoi? C'est finalement, c'est la Russie, la Chine et, je pense, 7 autres pays asiatiques. C'est ça. Il y avait 4 anciennes républiques soviétiques, donc Tadjikistan, Ouzbékistan, Turkménistan peut-être, je ne connais pas la liste exacte. Non, pas Turkménistan, en tout cas 2 autres stans. Oui, Azerbaïdjan, etc. Et pays de, je t'arrête, petite capsule linguistique, stan, c'est du farsi, donc c'est du perse, c'est pour dire pays de. Donc Azerbaïdjan, pays des Azerbaïdjanais, Turkménistan, pays des Turkmènes. Voilà, c'est ça. Fin de la parenthèse. OK. T'es un spécialiste en farsi, toi? Non, mais j'ai tu t'es farci du farsi? Non, mais un peu, en fait. À cause de la langue arabe, j'ai touché un peu du farsi. OK, parfait. Par la bande. Alors, très intéressant, j'apprécie. Mais... voilà, donc d'autres pays aussi. Alors, il y avait deux autres pays. Alors, imagine-toi que dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai, les Russes et les Chinois ont réussi à attirer au sein de ça 2 adversaires résolus que sont l'Inde et le Pakistan. Ah oui, ça c'est intéressant. Ça, c'est un méchant tour de force. Oui, parce que là, les tensions géopolitiques entre l'Inde et le Pakistan, ça remonte à 1948, là. Oui, en fait, ça remonte à la fondation des 2 pays. Voilà. Ouais. OK? La séparation entre, finalement, l'Inde musulmane et l'Inde hindoue. C'est ça. Et en plus, ils avaient invité comme pays observateur, ils avaient l'Iran et l'Afghanistan. Alors, l'Iran, on comprend. Mais l'Afghanistan, qui est encore occupé par les Américains, ça craint. Le pays des Afghans. Ça sent le brûler, là. Oui, tout à fait. Alors, et malgré tout... Oui, c'est un tour de force géopolitique, là. Alors, le pire, c'est que la réunion, qui s'est uniquement consacrée à ce que ces pays-là ont comme intérêt commun, a bien fonctionné, est un succès. Et il y a des annonces de projets d'investissement majeurs. Oui, j'ai même vu... Par centaines de milliards. J'ai même vu, Richard, peut-être pourra confirmer, je sais que tu es très au fait de ces dossiers-là, la réalisation d'un oléoduc entre la Chine et la Russie qui vient d'être annoncé, là. Non, plus qu'annoncé, on annonce on annonce le fait qu'il est construit. Sa mise en fonction prochaine. Exact. OK? Et il y a un autre
pipeline qui va être construit entre la Chine et un gazoduc pour du gaz à la Russie. Alors, imagine là que ça joue gros, puis ça se développe, puis c'est des... Puis alors, toutes ces transactions-là qui vont apparaître, parce que jusqu'ici, elles n'existaient pas, elles vont apparaître non pas en dollars. Oui, ça c'est important. Bon, et j'ai... Mais quoi, en yuan? En yuan, or. Ah, d'accord. OK? Et j'ai lu que on prévoyait maintenant que la rapidité avec laquelle la conversion vers une autre monnaie de réserve allait se faire serait assez considérable. Tu sais. Ce n'est pas des choses qui se font en 6 mois, ça, de toute façon. Non, évidemment. Mais qu'on anticipait déjà que sur une période de 10 ans, le dollar américain ne serait plus la monnaie de réserve mondiale. Oui, bien, voilà. Alors, et 10 ans, c'est très court. Oui, c'est très court. Mais... comment je dirais, ça démontre aussi le fait que la paranoïa envers... Mais pas la paranoïa, Richard, mais l'hostilité envers la Chine et la Russie n'est pas farfelue non plus. C'est-à-dire qu'on est face à 2 puissances qui, effectivement, s'attaquent à l'ordre mondial américain tel qu'il a été mis en place après 1945. Ils sont en train de gruger la base de pouvoir des États-Unis. Et le pouvoir politique et le pouvoir économique. Notamment sur la question de la monnaie. C'est-à-dire la question de l'importance du dollar américain. Le fait que qu'on utilise le dollar américain comme monnaie de réserve pour les transactions oblige tous les pays qui ont des échanges commerciaux à utiliser le dollar américain. À utiliser le dollar américain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous ces pays-là, pour pouvoir utiliser le dollar américain, sont obligés d'acheter des dollars américains. Et voilà. Et des dollars américains qui sont en circulation, qu'est-ce que c'est? C'est un prêt sans intérêt consenti par les pays qui ont besoin de dollars aux États-Unis. Oui. Alors, imagine-toi... Il faut aller la planche à billets. Oui, non, mais imagine-toi que le jour où ça se met à décliner, ça veut dire que les Américains ne sont plus en mesure de compter sur ces prêts sans intérêt. Exact. Et qui vont devoir payer leurs besoins financiers eux-mêmes. Oui. Sans être financier, en fait, c'est un renversement un peu de... Mais non, pire que ça. Je veux dire, c'est ça qui te permet de comprendre que, tu sais, sur un espace de 10 ans, là, quand on parle d'une économie de la taille de celle des États-Unis, c'est d'une rapidité brutale. Ben oui. OK? Bien sûr. OK. Mais c'est là où la présidence de Trump est intéressante aussi, parce que c'est comme s'il anticipait un peu les changements de l'ordre mondial. C'est un peu comme s'il disait aux Américains, écoutez, l'empire qu'on a eu jusqu'à présent et qu'on s'imaginait maintenir après la chute de l'URSS, ce n'est plus tenable. Et il va falloir un peu s'adapter à ce monde multipolaire qui vient. Alors, quelle est la différence entre Trump et un gars comme Obama? Obama le savait, mais n'en parlait pas. Et on peut présupposer ça. Hein. On reproche à Obama de le dire. À Trump. À Trump de le dire, oui. OK? Mais, oui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait simplement être transparent. Oui. Alors que les autres, là, pensaient qu'en passant par en dessous, là, on arriverait à échapper au sort. Oui. En faisant des beaux discours au cœur, là. Correspondant. On allait réussir à... Voilà. Oui. Et en même temps, c'est drôle que tu dis ça parce que je suis retombé sur des vieilles éditions du Courrier international que j'avais chez moi qui dataient de la présidence d'Obama. Et déjà, on reprochait les néoconservateurs reprochaient à Obama de ne pas être assez agressif. Ouais. Et déjà, on disait qu'Obama représentait la chute ou le déclin de l'influence américaine dans le monde. Donc, c'est pas quelque chose de neuf, là. C'est-à-dire qu'il y a une tendance générale depuis quelques années. Peut-être que le summum de ça a été la guerre en Irak là, en 2003 par George Bush. Et depuis ce temps-là, c'est-à-dire depuis 15 ans, il y a une forme de lent déclin. Hein. Bien, écoute, ce déclin-là, il faut le comprendre d'où il vient. En 2008, au moment de la crise financière, le conseiller économique d'Obama, oui, c'était Larry Summers. Mm-hmm. Larry Summers
qui avait été président de l'Université Harvard, un économiste qui avait été secrétaire adjoint au Trésor, que j'ai même moi-même eu l'occasion de rencontrer à Washington dans les années 90, avait dit ceci. Puis, tu sais, c'est une conférence de presse internationale, là. Il avait dit, pendant combien de temps pensez-vous que la première puissance mondiale va pouvoir continuer à dominer le monde lorsqu'elle devient le premier débiteur mondial? OK? Donc, il a conscience de ça depuis plusieurs années. Depuis 2008. Ouais. Alors, cette conscience-là, qu'un bonhomme comme Larry Summers peut avoir comme économiste, OK, est une réalité qui a été occultée par les néoconservateurs, occupés uniquement à l'agenda hégémoniste des États-Unis. Ouais. OK? Mais en même temps, c'est-à-dire qu'il y a une volonté impérialiste, hégémoniste et guerrière et militaire, parce que aussi ça maintient le système en place. Il faut rappeler quand même qu'un type comme Kadhafi, par exemple, voulait sortir du système dollar. Exactement. En mettant en place le dinar d'or. Mais bizarrement, Kadhafi, il n'est plus là. Non, il n'est plus là. Et puis, comment dirais-je, il avait la collaboration de l'ancien ministre des Finances français, là, qui a été candidat à la présidence. Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn. OK? Et puis, Dominique Strauss-Kahn, il a été balayé. Hein? On ne l'a pas assassiné parce qu'il était quand même connecté. OK? Non. Mais on l'a éliminé. Moi, Strauss-Kahn... ça a été organisé. Son éviction a été... Il avait quand même une main baladeuse, hein, Richard. Tu comprends ce que je veux dire dans le sens où... Je ne vais pas l'excuser. Non, d'accord. Okay. On n'excuse pas l'inexcusable. Mais tu veux dire que ça a été un projet politique d'éliminer politiquement Strauss-Kahn? On a éliminé Dominique Strauss-Kahn pas pour ses mains baladeuses. C'est possible. On a éliminé Dominique Strauss-Kahn pour la menace qu'il faisait poser sur le dollar américain. D'ailleurs, ça s'est produit aux États-Unis. Voilà. Ça ne s'est pas produit en France. OK. Et c'est une indication là, que c'est un coup monté. Maintenant, ça n'est... Non, le type est assez minable, là. C'est-à-dire qu'il y avait des mémos quand il travaillait, je pense... Il est minable à cause de ses mains baladeuses. Oui, oui, écoute... Mais malgré tout, là, il faut comprendre une chose, c'est que ce bonhomme-là... C'est plus que le main baladeuse. C'était quand même une compétence en matière d'économie et de finances. Oui, peut-être, oui. Non, pas peut-être, certainement. Oui, certainement, mais en même temps, je ne sais pas à quel point c'était un grand... comment je dirais... un grand défenseur de la souveraineté nationale de la France. Ah, pas du tout. C'est-à-dire que s'il avait été élu président, parce qu'il s'en allait pour ça, pour prendre la tête du Parti socialiste et aller à la présidentielle française. C'est ça. Mais il a été écarté pour la menace qu'il représentait pour le dollar. C'est clair. OK. Il y avait un autre sujet, peut-être, dont tu voulais parler, et ça continue un peu ce qu'on disait précédemment sur l'influence de la Chine et de la Russie grandissante dans le monde, c'est les projets russes en Afrique. Oui, ça, je t'avoue franchement que ça m'a surpris parce que j'ai eu de la difficulté à faire cadrer ça avec la doctrine de Poutine, telle qu'il nous l'exprime. Tu sais? Il reste que la Russie est en train de reprendre pied en Afrique. Ce qu'elle... avait partiellement déjà fait avec certains États communistes à l'époque. En Angola, par exemple. OK? À l'époque de Brejnev. OK? Avant l'effondrement de l'Union soviétique. OK? Alors, comment expliquer ça? Puis à l'heure actuelle, ils ont des projets très, très, très clairs. Là. Ils sont en train d'établir des liens très étroits avec le Rwanda. Il y a une première ministre là, qui est là. Et puis on sait qu'ils sont présents également à Djibouti. Puis on sait qu'ils sont présents également à d'autres endroits en Afrique. Là. Et puis en plus, il y a une implantation de Russal là, qui vient de se faire en Guinée. On voit que, évidemment, les Américains sont très présents, les Chinois sont très présents. Oui, c'est ça. Il y a quand même déjà plusieurs reportages dans les médias de masse de la présence chinoise en Afrique depuis même une dizaine d'années. Alors, mais là, la Russie, c'est assez nouveau. Là. Oui, ça, c'est nouveau. Ouais. Et puis, je m'étonne, compte tenu des engagements qu'ils ont déjà en Syrie, là, qu'ils soient capables de se projeter
Tu sais, à un moment donné, là, qui trop embrasse, mal étreint. Oui, ça c'est sûr. OK? Mais est-ce que c'est des projets militaires? Non, c'est plutôt des projets économiques. Projet... Militaro-économiques. Non. Écoute, là, c'est de l'influence. Oui. OK? On cherche. Alors, tu sais, j'attends de voir des précisions pour... T'es dubitatif, tu es dubitatif. Réservé. OK? J'attends de voir des précisions pour... Mais est-ce que la demande de matières premières expliquerait pas ça? Pas tant, parce que la Russie possède de matières premières. Ce qui n'est pas le cas de la Chine, d'ailleurs. La Chine est en déficit de matières premières là, pour sa population. Et la Russie, avec la Sibérie, possède un réservoir incroyable de matières premières. D'ailleurs, au nord de la Mongolie. Toute la péninsule du Kamtchatka. Ouais. Okay. D'ailleurs, il y a des graves problèmes démographiques, hein, c'est-à-dire que les entrepreneurs russes ont besoin de la main-d'œuvre chinoise, à tel point que les Russes commencent un peu à être inquiets de la présence de plus en plus massive de travailleurs chinois en Sibérie. Et j'ai appris par quelqu'un qui... de grand remplacement. Par quelqu'un qui connaît très bien la situation et qui a visité la Corée du Nord à plusieurs reprises. Oui. Que autant la Chine que la Russie emploient énormément de main-d'œuvre nord-coréenne à des tarifs très bas. D'accord. OK? Alors... Donc, il y a des travailleurs nord-coréens qui se rendent et en Chine et en Russie. C'est ça. D'accord. OK. Alors, ça nous... tu comprends aussi pourquoi, à cause justement de ces envahissements-là, que autant la Chine que la Russie sont intéressés à voir la Corée du Nord se développer de telle façon que ces mouvements de population arrêtent. Parce que ça crée de l'instabilité. Mm-hmm. Okay. Oui, j'imagine que c'est une manière aussi pour eux d'aider le régime nord-coréen en laissant passer les travailleurs. Là. Voilà. Il y a comme sans doute une alliance sur cette question-là. C'est un échange de bons procédés. Oui, c'est ça, un échange de bons procédés. Mais en même temps, on comprend que c'est pas tenable à l'infini. Là. Non, évidemment. Et donc, puis qu'il faut que la Corée du Nord se développe un peu plus. C'est ça. Peut-être revenir légèrement, enfin pas mal plus à l'ouest, Richard, revenir en Europe. Vas-y. Ce qui se passe en Europe. On a appris là récemment que le chancelier autrichien, Sebastian Kurz, qui je pense a moins de 30 ans, c'est vraiment un homme extrêmement jeune. Ouais. 28 ans, quelque chose comme ça. Non, c'est un peu plus quand même. Oh. Mais toujours est-il qu'il est dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là. Il n'y a pas beaucoup plus que 30 dans la jeune trentaine. Peut-être la jeune trentaine, voilà. Très jeune. Qui veut former un axe anti-immigration avec l'Italie. Donc, évidemment, l'Italie... L'Autriche et l'Allemagne. Et l'Allemagne, parce que le ministre de l'immigration allemand... Le nouveau ministre de l'immigration allemand, qui fait partie... En fait, qui est issu des rangs du parti d'Angela Merkel, est très critique de la position migratoire d'Angela Merkel. Et donc, il semble, lui, vouloir s'allier à Sebastian Kurz de l'Autriche, être ouvert à mettre en place des camps de rétention des migrants à l'extérieur des frontières de l'Union européenne. Donc là, il y a vraiment un basculement de la politique migratoire. Écoute, mon premier réflexe, là, ça va en être simplement de rappel historique. Oui. OK. La Deuxième Guerre mondiale, là, je sais. Ça s'est fait par l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie. Oui. Fait qu'en partant, là, j'ai comme... Ça t'a donné des frissons? Non, mais c'est sûr que les référents historiques... Un petit réflexe désagréable. Non, mais c'est sûr que comment je dirais, les réflexes historiques, oui, c'est ça. Quiconque a une conscience historique et qui voit ces trois pays-là s'allier, parler de camp, se dit un peu, ah ouais, puis surtout sur une question, un enjeu comme celui-là. Ben, c'est ça. Exactement. C'est surtout sur un enjeu comme celui-là que ça me... Oui, et encore une fois, c'est un peu l'Italie qui fait tout débloquer. D'ailleurs, je lisais un texte très intéressant qui rappelait l'importance de l'Italie dans la pensée politique mondiale, hein, c'est-à-dire la République romaine, évidemment, les États, les cités-États qui ressemblaient quand même à des formes de république, enfin, sur certaines formes au Moyen-Âge. Oui. Et également, quand même, une invention politique qui va marquer le 20e siècle, le fascisme. C'est-à-dire que l'Italie est toujours une forme de laboratoire politique dans l'histoire de l'Occident. Et souvent,
il y a les tendances mondiales partent de l'Italie. Donc, il faut surveiller l'Italie parce que ça fait basculer l'Europe dans un camp ou dans l'autre. Et là, l'Europe est en train de basculer. C'est clair. Ouais. L'élection en Italie, là... change la donne. Change complètement la donne. Exact. OK? Les mouvements populistes, là, d'un seul coup, viennent d'acquérir... une grande légitimité. Une légitimité qu'ils n'avaient pas tant et aussi longtemps qu'un pays comme l'Italie ne succombait pas à cette mode. À cette vague-là. Et l'élection de Macron a un peu fait croire aux européistes triomphants que c'était réglé. Hein. C'est-à-dire que la menace du Front National était passée, Merkel est restée au pouvoir. Là, on voit que c'est un petit peu plus complexe que ça. Pas mal plus complexe. Et ils vont pouvoir s'allier au groupe de Visegrad qui est à l'est. Voilà. La Hongrie, la Slovénie, la Croatie, même la Croatie aujourd'hui, et la République tchèque, etc. Donc, les pays d'Europe de l'Est qui ne veulent rien savoir, finalement, de l'européisme débridé où on impose des quotas de migrants aux pays dans l'utopie multiculturaliste, l'Europe est en train de rejeter ce modèle-là. Et l'Italie a dit qu'elle allait ne pas hésiter à opposer son veto. Exactement. OK. Et le nouveau ministre des Affaires européennes, c'est celui qui avait été écarté par le président Mattarella comme ministre des Finances. Parce qu'il était trop eurosceptique. Et là, il est ministre des Relations... Il se trouve des Européennes. J'ai comme l'impression qu'on va en entendre parler. Oui. Je pense qu'il avait même dit que l'Union européenne était une sorte de troisième Reich, en voulant dénoncer son caractère non démocratique. C'est ça. Donc, ça risque de brasser à partir de l'Italie. D'ailleurs, il vient de se produire quand même quelque chose d'assez significatif là, pour l'ambiance en Europe. C'est la fameuse affaire de l'Aquarius. L'Aquarius, un bateau de migrants comportant à peu près 630 migrants, je pense, d'origine africaine. Enfin, je ne connais pas les pays. Les Chypriotes ont refusé. L'Italie a refusé de les recevoir. Malte a refusé aussi. C'est Malte, refusé. Et là, ça a créé une espèce de... Oui, un froid, là, parce que là, l'Italie a fermé ses ports. Oui, ils ont dit là, ça passe pas. Ça passe plus, là. Alors... Ils ont raison, hein, la situation est catastrophique dans le sud de l'Italie. Et là, Macron a fait la leçon aux Italiens. Et puis... ça a créé un froid diplomatique. Au point qu'une visite du nouveau premier ministre Conte à Paris pourrait être annulée. Oui. Okay. Alors, la diplomatie européenne se frotte à la question migratoire, et c'est finalement l'Espagne qui vient d'avoir un nouveau gouvernement, parce que le gouvernement de Rajoy a été battu, et c'est un gouvernement socialiste qui a pris les rênes du pouvoir en Espagne, qui a accepté l'Aquarius, donc le bateau en question. Oui. Mais sur une base ponctuelle. Autrement dit, celui-là, on le prend, mais... Ben oui, c'est ça, parce que sinon, ça fait un appel d'air. Voilà. Alors... La situation en Espagne est flottante, la situation en Italie est flottante. Ouais. Puis, de façon générale, la situation en Europe est flottante à cause... Tu sais, Merkel, sa position est loin d'être solide. OK? Et puis, il y a tous ces mouvements d'opposition à la doxa européenne. Oui. Européiste, je devrais plutôt dire. Oui. Okay. Le fédéralisme européen. Au fédéralisme européen, là, et qui sont en train de se manifester. Et là, vont se poser les questions économiques concernant l'Italie, très prochainement. Sur la question de l'euro. Hein. Sur la question... dette. D'abord, la dette. Ça va être l'élément le plus critique, parce que le nouveau gouvernement italien va présenter un budget dans lequel il va dire il y a 250 milliards d'euros que nous, on a décidé qu'on ne payait pas. Et puis, ça va être l'Europe qui va payer ça. Ça ne passera pas bien. OK? Alors, les Allemands vont dire non. D'ailleurs, c'est justement parce que les Allemands voyaient venir ça qu'un groupe de 150 économistes allemands, il y a ces dernières semaines, a dit qu'on devrait songer là, à faire en sorte que un pays puisse cesser d'utiliser l'euro sans pour autant se retirer de l'Union européenne. Mm-hmm. Ils voyaient venir tu sais. Donc, on a des preuves, là, constantes, que les gens sentent fort bien que la situation
n'est pas tenable Ouais. et qu'il y a des ajustements qu'il va devoir faire. Mais tout le monde a peur de faire des ajustements parce que ça remet en question trop de principes et ils ont peur que le château de cartes s'écroule. Ouais. Et ça nous démontre que la mondialisation heureuse qu'on nous promettait dans les années 90, hein, la fin de l'histoire, la libre circulation des biens et des personnes, le déploiement naturel de la démocratie dans le monde, tout ce grand récit qu'on nous a vendu suite à l'effondrement de l'URSS est en train un peu de s'effondrer devant nous. Hein. C'est-à-dire que la démocratie heureuse qu'on nous prônait risque d'être pas mal plus tendue et complexe. Tu sais, tant et aussi longtemps qu'il s'agissait de partager la richesse, ça allait bien. Ouais. Mais là, on est rendu à devoir se poser la question de quelle façon on va partager la misère. Ben voilà. OK? Et là, ça ne va plus du tout. Là, ça ne marche pas du tout. OK? Et on en est là. Et c'est la raison pour laquelle toutes les structures fédéralistes, que ce soit même y compris les États-Unis, parce qu'il faut comprendre que les États-Unis sont à l'heure actuelle sujets, exposés aux mêmes tensions. Ouais. OK? Quand on dit, on a mentionné que des États la menaçaient de faire faillite, c'est à ça qu'on réfère. OK? Quand tu regardes ce qui se passe en Europe, OK? Puis en plus, regardons aussi ce qui se passe au Canada. J'ai mentionné le cas de l'Ontario tout à l'heure. Bien sûr. OK? Et puis l'Alberta, la situation dans laquelle l'Alberta se trouve. La Colombie-Britannique, qui n'est pas du tout solidaire de l'Alberta. Bon, alors... Il y a que le Québec, finalement, où ça va bien pour Trudeau. Non, ça va... non, mais tu comprends? Ça va bien pour Trudeau tant et aussi longtemps que les gens ne verront pas les conséquences financières des folies qu'il a faites. Oui, les conséquences financières et Trump a annoncé que ça s'en venait, là. Ben, c'est ça. Alors, tout ça pour le 1er juillet. Mais on va pouvoir... Est-ce que c'est la date à laquelle entrent en vigueur les fameuses sanctions contre les États-Unis? Ben, on va pouvoir se réfugier dans la fumette, hein, le fumage de marijuana, mon cher Richard, pour... oublier les problèmes que nous allons provoquer. Autre beau sujet d'opposition entre le fédéral et le Québec. Le fédéral veut autoriser les gens à cultiver de la marijuana chez eux, et pour le Québec, il n'y en est pas question. Exact. On va suivre le dossier. On va suivre le dossier, on en reparlera. Une prochaine fois, je pense que ça fait déjà une... On est rendu, on a fait notre temps. Exactement. OK. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On espère qu'on a réussi à captiver votre intérêt, votre attention. Et on vous revient convie à la semaine prochaine en vous laissant savoir déjà que ça sera probablement une des dernières émissions de la saison. Peut-être qu'on va se rendre jusqu'au 2 juillet ou 3 juillet, là, le premier mercredi qui va suivre le 1er juillet, justement pour être capable de couvrir les conséquences des sanctions américaines. Et après ça, on va être en vacances vers le 15 août. Dès qu'on va voir que le niveau d'activité politique remonte au Québec en prévision des élections, on va être de retour. Alors, merci encore. Bonne semaine à tous. Et on vous rappelle que c'était Point de bascule, édition du 13 juin 2018. Merci à tous.